Alors ici, vous avez donc le chapitre La Révolution française, l'affirmation d'un nouvel univers politique. On est donc dans le cycle sur les révolutions en général, mais ce qui nous intéresse donc, c'est ici l'affirmation d'un nouvel univers politique à travers l'émergence d'une nouvelle figure, la figure du citoyen, qui apparaît donc en gros à partir des années 1780. Donc pour s'intéresser à la Révolution française, nous verrons d'abord donc son contexte, à savoir comment la Révolution française est-elle née, puis nous nous intéresserons aux grands enjeux de la période révolutionnaire et aux grandes dates, aux grands temps forts qui ont jalonné cette période. Donc tout d'abord, la naissance de la Révolution française. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Révolution française s'inscrit dans un contexte de révolte. Alors, les révoltes en Europe ont pu influencer du coup cette révolution française, à l'instar donc des révolutions anglaises du XVIIe siècle, mais également de la révolution américaine, donc révolution américaine de 1776 à 1787, où les États-Unis donc prennent leur indépendance par rapport à la Grande-Bretagne. Il y a par exemple un personnage qui s'appelle Lafayette et donc qui a joué un rôle important à la fois dans la Révolution américaine et dans la Révolution française, ce qui montre vraiment l'importance de cette révolution pour l'émergence de la Révolution française. Ensuite, on peut s'intéresser au rôle des Lumières. Donc certes, les philosophes des Lumières critiquent du coup l'absolutisme monarchique, voilà, montrent du coup leur mécontentement par rapport notamment à la concentration des trois pouvoirs. Donc ça, c'est pour Montesquieu. Donc ainsi, les philosophes des Lumières entraînent la mise en place ou vraiment l'émergence d'une opinion publique. Opinion publique du coup qui commence à s'exprimer et donc à rejeter à la fois l'État, donc le roi et l'Église. Enfin, le contexte principal, c'est que donc avant 1789, il s'agit d'une crise politique, financière et sociale. Donc la crise est certes politique, mais également financière, puisque l'État est en crise. Et donc le principal poste de dépense de l'État, c'est le remboursement de la dette, et également sociale, parce que donc la société des trois ordres est fortement critiquée. Donc ensuite, on va donc s'intéresser aux grands enjeux de la période révolutionnaire. Tout d'abord, l'affirmation du tiers-État. Donc en effet, ce sont les députés du tiers-État qui s'affirment d'abord, donc en se proclamant Assemblée nationale le 17 juin et en prêtant serment, ce qu'on appelle le serment du jeu de paume, le 20 juin 1789. Cela donc entraîne par exemple la volonté du peuple parisien de prendre les armes pour la prise de la Bastille le 14 juillet 1789. Avec la prise de la Bastille, nous avons la fin de la monarchie absolue. Enfin, la nuit du 4 août 1789, donc c'est en gros la deuxième journée révolutionnaire importante, marque donc l'abolition des privilèges. Donc ici, nous avons la fin de la société d'ordre. Et enfin, le 26 août 1789 est proclamé donc un très grand texte, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, donc qui met la liberté et l'égalité au cœur de tout et au cœur des revendications individuelles. Ainsi, en fait, quand on clôt ce premier cycle, le 14 juillet 1790, a lieu la fête de la Fédération, qui rassemble à la fois le roi et les députés, et donc on peut avoir la sensation que la Révolution française est terminée. Néanmoins, donc ce qui relance le divorce entre le roi et la nation, c'est donc la fuite du roi à Varennes le 21 juin 1791, donc il se fait arrêter à Varennes. Si le roi fuit, c'est parce qu'en fait il est particulièrement mécontent envers la politique religieuse menée par les députés. Ceci marque le début du divorce entre le roi et la nation, puisque le roi est ainsi considéré comme un traître. Il est ramené au palais des Tuileries. Et le 10 août 1792, il y a donc la prise du palais des Tuileries par les sans-culottes et le roi est enfermé à la prison du Temple. Ensuite est instaurée donc la première république. Donc là, nous avons vraiment la fin de la monarchie, le 21 septembre 1792. Néanmoins, donc, le roi, qui avait été emprisonné, est guillotiné le 21 janvier 1793, ce qui provoque donc la prise des armes par les Vendéens. Les Vendéens donc se révoltent et mènent ce qu'on appelle la contre-révolution, donc pour manifester donc leur mécontentement envers la mort du roi et leur mécontentement envers donc la politique religieuse. Donc ils prennent les armes pour Dieu et pour le roi. Et Robespierre va instaurer en septembre 1793 la terreur, violence contre les ennemis de la République. Il y a donc les ennemis intérieurs, à savoir les Vendéens, et les ennemis extérieurs, les monarchies coalisées à l'extérieur donc du royaume qui mènent la guerre contre la France.
Et donc cette terreur est visible à travers les outils utilisés pour donc juger et exécuter les ennemis de la République, comme par exemple les noyades collectives. De nombreux Vendéens seront noyés collectivement dans la Loire, donc à Nantes, mais également l'usage de la guillotine. Enfin, donc Robespierre et ses amis sont guillotinés en 1794, ce qui marque la fin de la terreur. Puis nous avons donc en 1795 l'instauration du Directoire. Et enfin, donc comme dernier événement important, l'arrivée d'un homme providentiel qui s'était révélé notamment lors des campagnes d'Italie, donc Napoléon Bonaparte, qui fait son coup d'État le 18 Brumaire en 8.